Bienvenue à toutes et à tous sur Planète Terre pour le 4e épisode de Toujours Synchro. Je vous rappelle le principe. J'utilise 3D à 12 faces. On appelle ça des dodécaèdres. Je vous les montre ici. Voilà, je réalise un tirage au sort un petit peu comme un oracle pour décrypter l'atmosphère du moment présent et de l'étape que je traverse et que tu traverses, que l'humanité traverse. Donc il y a plusieurs grilles de lecture. Voilà. Je suis mon intuition pour en tout cas réaliser cette interprétation dans l'instant présent. Voilà, donc je récupérais les 3D. Faut que je fasse attention parce que il y a des bouts de bois. Il y a des bouts de bois qui se mettent, qui s'incrustent, essaient de s'incruster dans ma main. Alors. On va les placer ici, tiens. Le sud. Okay. Alors on va ici, donc on a un nœud sud, nœud lunaire sud, en bélier, en maison 2. Alors, un petit peu comme d'habitude, je vais analyser partie par partie. Donc le premier dé, le nœud sud. Alors le nœud lunaire, en astrologie védique, sont associés au karma, on les appelle nœuds du karma. C'est un calcul, c'est un point, en fait c'est pas une planète, c'est plus un calcul en fonction de la position du soleil et de la lune. Lorsqu'on regarde la carte du ciel par exemple actuelle, on sait que le nœud sud par exemple il est situé en Vierge. Lorsqu'on regarde sa propre carte natale, il y a un point où est situé le nœud sud dans le zodiaque. Finalement, dans l'astrologie védique aussi d'ailleurs, je le rappelle parce que j'en ai déjà parlé dans une autre émission, le nœud sud c'est un petit peu comme la queue du dragon. Alors que le nœud nord lui va représenter la bouche du dragon. Donc là, cette symbolique-là, elle nous permet de comprendre déjà, dans un premier temps, que finalement, il y a une question avec la queue du dragon, de fin de quelque chose, d'expulsion de quelque chose. Alors qu'avec la bouche du dragon, il y a une question de départ, puisqu'il y a une question d'alimentation, de s'alimenter avec la bouche, et ensuite d'expulser avec la queue. Après, si on suit la sagesse de l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, on pourrait aussi dire que finalement c'est un cercle infini, évolutif. Parce que soit il n'est pas évolutif parce qu'on ne comprend pas la leçon et on répète toujours la même chose à l'infini, soit effectivement on va s'alimenter, parce que là c'est le cas en fait par exemple. Le nœud il va toujours tourner dans le même sens en fait, le nœud lunaire, et donc le nœud sud et le nœud nord. Et ils vont toujours revenir au même point au niveau du zodiaque. Par contre, ce qu'ils vont rencontrer sur leur chemin, ça va toujours être différent, puisque la configuration zodiacale n'est jamais la même. Jamais, 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 jamais la même. Donc les cycles, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, se répètent toujours de la même manière. Enfin, en tout cas, par exemple, le soleil, lui, il va toujours mettre le même temps. Ça c'est depuis notre calcul géocentrique. En tout cas, nous, le tour de la Terre, le tour du Soleil depuis la Terre, il va toujours être réalisé avec la même durée. C'est pour ça qu'on a un calendrier qui est fixe en fait et qui est fixe, stable, disons, et qui est vérifiable. On voit bien que les saisons se déroulent toujours au même moment, etc. C'est grâce à cette étude en fait de savoir que effectivement la Terre fait le tour du Soleil en 1 an. Et donc oui, depuis notre perception géocentrique, c'est comme ça qu'on calcule, qu'on réalise cette étude-là. En fait, le Soleil, 360 degrés en 360 jours, plus ou moins. Donc on revient à notre nœud. Les nœuds en fait, ils sont en opposition. C'est-à-dire que le nœud sud, il est automatiquement en opposition au nœud nord.
C'est un point de calcul, hein, de toute façon, donc chaque fois lorsqu'on va parler des nœuds lunaires, on va devoir parler d'un axe. Donc là par exemple je vais analyser cette partie-là, ce nœud sud en bélier en maison 2, et je devrais analyser ensuite l'autre, puisque c'est finalement la partie opposée complémentaire. Parce que pourquoi je vais aussi analyser l'autre partie, c'est pas tout simplement parce que les nœuds lunaires, on les appelle aussi les nœuds du karma, mais aussi de l'évolution. Parce qu'en quelque sorte, le nœud nord où on va s'alimenter va nous permettre ensuite de faire évoluer le nœud sud, et ainsi de suite. On le fait passer à un autre niveau d'expérimentation. On apprend une leçon en quelque sorte. Donc, généralement, les nœuds lunaires dans une carte natale nous enseignent une grande leçon. C'est ça qui tire toute la carte. D'ailleurs, il y a une technique que j'utilise beaucoup parce qu'elle est incroyablement synchro avec tout ce qui nous arrive et puis avec les rencontres qu'on fait dans la vie. C'est la carte draconique, qui d'ailleurs se calcule à partir de cette position des nœuds lunaires. C'est-à-dire que la position des planètes par rapport à une carte natale tropicale, la position des planètes, en tout cas le schéma, hein, la configuration des planètes avec leurs aspects entre elles, etc., il est exactement le même dans la carte draconique. Ce qui va changer par contre, c'est les signes du zodiaque. C'est-à-dire que tout ce qui est maison, les positions des planètes, leurs aspects par rapport aux maisons, par rapport à l'ascendant, etc., c'est identique. Ce qui change, c'est la position de l'ascendant, qui est calculée à partir du... alors je sais plus exactement, je crois que c'est le premier degré à partir du début du nœud lunaire, en fait, nord. À vérifier, mais oui c'est ça. Enfin moi en tout cas je sais comment l'étudier, la carte draconique. Après c'est juste que le calcul... je perds pas mon énergie au niveau du calcul parce qu'il y a déjà des astrologues et des astronomes. Des astrologues qui ont déjà fait ce travail-là depuis des milliers d'années, on va dire, et puis voilà quoi. Moi je vérifie ensuite dans la réalité concrète, au quotidien, pour voir si ça fonctionne, et à partir du moment où je vois que ça fonctionne, ben je peux faire confiance quoi. Moi j'étudie des choses, j'ai toujours étudié depuis le départ des choses que j'ai toujours validées avec ma propre expérience, voilà, à travers d'une investigation profonde, approfondie, pour me dire est-ce que je continue, enfin est-ce que c'est sérieux, est-ce que je peux prendre cette source-là, est-ce que je peux prendre cette information comme base, ou est-ce que je dois la questionner, la remettre en question, et effectivement, de toute façon les sources sont toujours intéressantes, hein, d'étudier, de réaliser des investigations avec différentes sources. Ça aide à mettre en perspective la source qui pouvait nous servir de référence. Après, de toute façon, il y a des sources qui sont plus fiables que d'autres, et aussi qui sont plus résonantes avec notre propre qualité de perception, enfin notre propre, j'ai envie de dire aussi, nos qualités, nos propres qualités. En réalité, il y a des personnes qui ont des facilités pour lire certains langages, en fait, et qui du coup vont pouvoir s'approprier de certaines connaissances et certaines sources, du coup, certaines références, et ça sera plus efficace. D'autres personnes qui auront des grosses difficultés à décrypter un langage et à pouvoir se familiariser avec, et du coup pouvoir l'utiliser ensuite au quotidien sur d'autres plans, etc. Voilà, s'il y a une brèche qui est trop grande entre la possibilité, c'est-à-dire entre la possibilité de la personne et la réalité concrète de ce qui est possible de faire avec ces outils-là, ça passera pas quoi. En fait, il faut qu'il y ait quand même une affinité de base, on va dire. Elle se lit d'ailleurs déjà dans la carte natale de base, hein. On voit tout de suite si quelqu'un a des possibilités, des potentialités pour se connecter avec ces langages-là. Après, ça peut se travailler aussi, ça peut s'enseigner, s'apprendre. Ce sera plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas ces héritages, ces affinités en héritage en tout cas. Alors nous concentrons-nous sur l'analyse du coup de cette configuration. Le nœud sud, donc j'en ai parlé, nœud sud, nœud nord. Le signe du bélier, je vais peut-être pas répéter, même si je vais quand même synthétiser, faire un petit résumé, parce que la dernière configuration, on avait eu un Pluton en bélier,
en maison 4, donc on avait déjà parlé beaucoup de Bélier. Bélier, c'est une analogie avec la tête, hein. C'est pour ça que le bébé, au moment de la naissance, il met la tête pour sortir du ventre maternel. C'est cette énergie d'instinct brut de survie, cette pulsion de survie, ce feu concentré au maximum en fait, hein. Bélier est gouverné par Mars, la planète Mars. Le symbole de Mars est un cercle avec une flèche, en fait une concentration d'énergie au niveau du cercle. C'est comme le muscle, lorsqu'on fait du sport, on contracte au maximum, donc en fait il y a un effort qui est fait pour la concentration, mais la concentration elle peut venir de différentes stimulations. Ça peut être provoqué par une intention, ça peut être aussi provoqué par la peur, par un désir, etc. Dans le cas par exemple du bébé, c'est comme ça qu'on va vraiment analyser l'énergie brute du bélier, c'est le sentiment, l'instinct que c'est le moment de sortir pour survivre. S'il reste trop longtemps dans le ventre de sa mère, il va mourir. Il sait qu'il doit sortir. Il ne sait pas ce qu'il va voir encore, mais il sait qu'il doit y aller. Donc le bélier représente vraiment cette énergie d'impulsion, d'intuition, instinctive surtout, de survie. Donc le nœud sud en bélier, cet instinct de survie, le nœud sud c'est un petit peu ce qu'il faut laisser derrière. C'est aussi une base qu'on a pu hériter dans d'autres vies. C'est aussi la base qui peut nous aider. C'est une base d'évolution en fait. Enfin, après, on pourrait vraiment parler de ce qu'il faut laisser derrière, la queue du dragon en bélier. En maison 2. En maison 2, c'est la maison des ressources. Analogie au signe du taureau. Donc il y a une question liée aux ressources concrètes, matérielles. Quand on va regarder la maison 2 d'un individu sur un thème natal, on va comprendre quelles sont ses aptitudes sur le plan des ressources économiques matérielles. En fonction du signe du zodiaque qui se situe dans cette maison 2, on va voir de quelle manière il va pouvoir gagner ses ressources. Par exemple, là, dans le cas précis de ce nœud sud en Bélier en maison 2, Bélier en maison 2, ça nous dit que déjà l'atmosphère pour gagner ses ressources matérielles, économiques, on peut parler d'argent, de biens matériels aussi, comment se procurer des biens, etc. Il y a une question de suivre son impulsion, d'être impulsif en fait. Donc là, il serait question plus avec ce nœud sud en bélier de laisser cette impulsion de côté. Je pense que ce sera plus facile de l'interpréter en analysant spontanément la configuration opposée, complémentaire dont je vous parlais tout à l'heure, parce que le nœud sud ne peut pas s'analyser sans le nœud nord en fait. C'est pas comme une planète où la planète elle se situe dans ce signe, etc. Dans cette maison, et de l'autre côté il n'y a rien. Enfin, il peut y avoir quelque chose, un autre astre, mais ce ne sera pas. Enfin, cet axe de calcul, oui, on pourrait se dire qu'effectivement la partie opposée par exemple, reprenons l'exemple du dernier coup de Pluton en bélier à maison 4. Imaginons-nous que Pluton il soit de l'autre côté, en balance. Ça peut être intéressant aussi de faire cet exercice-là, parce que souvent, quand une planète est située dans un signe, dans une maison, l'énergie elle est concentrée à ce niveau-là, et de l'autre côté, il ne se passe rien, et il y a une carence d'énergie. Je pense que c'est super intéressant parce que si on n'en est pas conscient de ça, on va être attrapé par l'énergie en question. En fait. Et cette énergie-là, à partir du moment où l'autre pôle est complètement mis de côté. Alors ça ne veut pas dire que... Comment expliquer ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser cette énergie. L'énergie, par exemple, d'un Pluton en bélier comme la dernière fois, ou là, par exemple, tout de suite, on a une lune en Gémeaux. Mercure aussi vient d'entrer en Gémeaux, etc. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser ou nier l'énergie de Mercure en Gémeaux, mais en fait, elle pourrait, si elle était excessive, en fait, nous faire expérimenter l'énergie de Mercure sur un plan peu évolué,
Alors qu'en fait, si on intègre l'énergie de Mercure en Sagittaire, qui est au signe opposé, en fait, on va pouvoir, à chaque fois que le Mercure passera en Gémeaux, l'utiliser complètement, parce que, en Gémeaux, on fait pas du tout la même chose qu'en Sagittaire. En Gémeaux, on réalise une investigation, on est curieux, on regarde autour de nous, mais vraiment, on regarde des éléments directement accessibles autour de nous. C'est très proche. On va pas chercher à faire une synthèse sur du lointain, sur une sagesse lointaine, etc. Alors qu'en Sagittaire, oui. Enfin voilà, après moi par exemple dans mon cas j'ai Mercure en Sagittaire, donc forcément je suis quelqu'un qui va, mais c'est en maison 3, donc la maison 3 c'est analogique au signe des Gémeaux, donc c'est un peu comme si je réalise les deux, c'est comme si c'est fusionné dans mon cas précis à moi en fait. C'est comme si à travers, en étant curieux autour de moi, je vais chercher loin des sagesses lointaines aussi, en même temps en fait. C'est comme si les deux choses, les deux se réunissent quoi. Voilà, donc là, comme je disais, il faudrait aller voir donc effectivement ce nœud nord en balance, du coup, qui se situerait en maison 8, puisque la maison 2 est opposée à la maison 8. Le signe de la balance est opposé au signe du bélier. Donc ce nœud nord qui nous dirait qu'il faudrait nous alimenter en face pour arrêter finalement. Alors bélier, c'est tout seul aussi, c'est moi-je tout seul. Donc là, il serait question de laisser cette question de moi-je tout seul et aller vers une maison 8, c'est une association. En fait, c'est la ressource née de l'association. Parce que la maison 8, c'est la maison 2 de la maison 7. Et la maison 7, analogique au signe de la balance, on comprend bien qu'il y a une fusion des ressources avec l'autre. On parle aussi de mort et de renaissance, mais depuis la maison 1. C'est-à-dire que si on part de moi, je, avec mon ascendant là, et ma maison 8, elle va représenter la mort du moi-je. Pourquoi? Parce que je fusionne mes ressources avec mon associé, tout simplement. Donc le moi-je, il disparaît, en fait, à ce moment-là, il n'existe plus. Donc avec un nœud nord, en balance en maison 8, il s'agirait d'harmoniser les ressources partagées, qu'elles soient équilibrées, harmonisées, en fait. Parce que balance, c'est 50-50, en fait. Il y a un équilibre. Donc c'est-à-dire que je trouve l'équilibre en fusionnant mes ressources avec celles de l'autre. Donc ce serait ça, il faudrait s'alimenter de ça et laisser derrière cette question de générer des ressources tout seul. Enfin, ce serait vraiment complètement, cette configuration, elle nous invite à ça, quoi, en fait. Voilà, bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Comment appliquer cette analyse, cette interprétation? À quoi l'appliquer? Ça, c'est à toi de le découvrir, hein, j'ai envie de dire, en fonction de tes expériences de vie. Voilà. Et puis si vous voulez me collaborer aussi, parce que bon là, tous ces travaux, toutes ces vidéos que j'enregistre, qui sont finalement des années d'expérience, d'études, et qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans mon prochain livre planétaire qui est parti à l'impression, qui ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, vous pouvez aussi vous le réserver, le commander, ça m'aidera beaucoup à financer d'autres impressions, et puis aussi ce grand projet qui est expliqué dans le livre justement planétaire. Voilà, parce que finalement, voilà, ce type de projet, tout ce qui a trait à cette réharmonisation du monde, c'est pas du tout soutenu en fait sur cette planète, en tout cas par les institutions. Donc il y a une forme d'autonomie là-dedans et donc tout est plus compliqué. Donc en fait, s'il n'y a pas une conscientisation de chaque individu qui se met à soutenir ce genre d'initiative et collaborer avec aussi, parce que justement, moi j'invite les gens à entrer dans cette initiative. C'est-à-dire que le résultat, il ne sera pas que pour moi, quoi. En fait, il va être pour toute la communauté, toute la collectivité. Donc c'est pour ça que je réalise tout ça. En fait, moi je réalise tout ça, c'est pas que pour moi, enfin c'est pour tout le monde. Et là, en fait, je pense que là, ce tirage aussi, il nous parle qu'il faut laisser un petit peu l'égoïsme de côté et se mettre
à se dire, à se poser les questions, qu'est-ce que c'est qui est prioritaire? Quels sont les êtres qui ont des initiatives qui sont vitales en fait au jour d'aujourd'hui dans ce monde, hein, qui, qui, qui va pas trop dans, qui va pas dans le... Si on parle d'un point de vue général, hein, je parle, hein, bien sûr qu'il y a des initiatives isolées, ponctuelles, qui sont intéressantes en fait et qui vont plus ou moins dans le bon sens, j'ai envie de dire. J'ai du mal à en trouver une vraiment qui va vraiment voilà, moi, c'est pour ça que j'ai créé cette initiative-là, cette opportunité, parce que celle-là, pour moi, elle y va, en fait. Alors après, euh, c'est mon sentiment, hein, c'est ma perception des choses, donc sans aucune prétention ni rien du tout. En tout cas, je la place, mais puis voilà, si ça résonne si ça résonne. Après, pour que ça résonne, encore faut-il que ça soit reçu, écouté, etc. C'est surtout ça. Moi là, en fait, là où le bas blesse en ce moment, je trouve, pour moi, par rapport à cette chaîne que j'ai ouverte et tout ce projet, etc., c'est qu'il y a très très peu de vues en fait. Il y a personne, j'ai l'impression que personne n'accède à ces contenus. Les algorithmes ne présentent pas du tout mes vidéos à personne. Il n'y a pas de public en fait, donc forcément que ça peut pas décoller et que le projet qui nécessite des gros investissements et des gros soutiens, qui peuvent se réaliser à travers aussi de soutiens financiers sur des plateformes, etc. Mais c'est plus facile quand on est une équipe parce qu'on rétroalimente l'énergie en fait, on rétroalimente ce feu, cet enthousiasme et puis à plusieurs aussi on a des fois des idées d'autres personnes ont des idées que toi vous-même vous n'avez pas en fait, donc c'est ça l'intérêt aussi de la collaboration quoi. Encore faut-il voilà, avoir une vision similaire. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je pense que quiconque va lire le livre va se dire est-ce que j'ai la vision qui coïncide avec cette personne? Est-ce que je vais dans le même sens? Est-ce que je vois le monde parce que la question elle est d'incarner finalement d'incarner le monde dans lequel je veux vivre. Parce que si on n'est pas satisfait du monde dans lequel on vit, il n'est pas question de nier la réalité, en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que, en fait, moi je suis présent, je suis dans l'instant présent, j'ai mes antennes, mon champ de perception, on va dire, mes antennes bien réveillées, bien éveillées, et puis qui captent tout ce qui se passe autour de moi. Et donc ensuite, j'ai une responsabilité d'expression et d'action de par ce que j'observe et ce que je capte. Hein. Je parle toujours de ça, de ce yin très fort qui me permet d'avoir un yang, ensuite de développer un yang plus subtil, plus évolué quoi en fait. Et qui du coup aussi a cette vision vu que j'ai une vision de cette amplitude en fait, de ces différentes réalités et d'avoir, grâce à tous les voyages aussi, tout ce que j'expose dans le livre aussi, c'est ça, moi je fais un petit peu la synthèse de toutes les différentes cultures que j'ai pu approcher et que j'ai pu intégrer à certains moments. Et voilà, pour proposer une alternative, une initiative qui permette de vivre un monde beaucoup plus beau, quoi, en fait. Là, c'est le retour à la beauté, le retour ou la découverte de la beauté pour celles et ceux qui n'en ont pas encore vu, quoi, en fait. Parce que à partir où on est inséré dans un monde où la beauté est au paquet en permanence et où on est dispersé, nos sens sont dispersés, sont orientés dans une direction, en fait, qui nous fait perdre contact total avec cette beauté. Alors je ne mettrai pas de définition sur le mot beauté, hein. La beauté, elle se situe un peu partout, quoi. Mais voilà, on la ressent, la beauté. La beauté, voilà, il n'y a pas que la beauté. Je veux dire, dans la nature, par exemple, il y a de la cruauté aussi. Lorsqu'un prédateur tue sa proie, voilà, on peut souffrir, on peut pleurer, etc. Puis on trouvera aussi de la beauté dans les pleurs, dans les larmes et le dépouillement Mais bon, il y aurait plus de beauté si le prédateur évoluait et les espèces évoluaient finalement, les espèces de la nature. Donc là, je vais peut-être en faire bondir certaines ou certains, mais je pense que l'être humain, l'humanité est venue pour réguler les écosystèmes en fait, minéral, végétal, animal, avec une conscience supérieure.
C'est-à-dire que c'est pas une question de pas touche avec les écosystèmes. La question, elle est de l'interaction. Parce qu'à partir du moment où on modifie notre interaction, ça veut dire déjà commencer à arrêter d'exploiter ces règnes du vivant comme si c'était simplement des champs de consommation, enfin des champs d'exploitation, enfin exploiter quoi, des objets quoi, enfin, comme si c'était des objets et pas des êtres. Donc on se les accapare, on les possède alors que non en fait, ce sont des êtres vivants, il y a des esprits à part entière. À partir du moment où on les étudie, on les comprend progressivement, on va pouvoir dialoguer avec eux, entrer en interaction avec eux d'une manière de telle sorte que progressivement avec le temps, ces espèces vont évoluer. Si on se met par exemple à voir qu'un loup, enfin, ou qu'un tigre par exemple se met à attaquer systématiquement, ou par exemple dans l'océan, si on a le requin qui mange des poissons plus petits, enfin, après les autres poissons plus petits sont mangés par d'autres, etc. Moi je dis pas qu'il faut annuler ça. Mais si on intervient d'une manière discrète, mais en même temps, en fait, on pourrait faire en sorte que les requins arrêtent de tuer. En fait, moi, je pense qu'il y a une question de régulation. Après, le résultat, c'est très difficile à dire comment ça terminera. Moi, je pense que il est question déjà de montrer l'exemple. C'est-à-dire que si l'humain commence par montrer l'exemple déjà, c'est-à-dire que celui qui est très prédateur et qui veut tout accaparer pour lui, qu'il commence déjà par arrêter d'accaparer et de partager à celles et ceux qui ont moins que lui, en fait. Déjà pour commencer. Après, bon, lui, cette personne-là, s'il ne le fait pas, il va être question que sur un plan individuel, chacun fasse ce qu'il peut faire et qu'il y ait une responsabilité à ce niveau-là. Parce que enfin, cette personne-là, à partir du moment où elle est délaissée, elle va être totalement délaissée et qu'elle aura à dos tout le monde, elle arrêtera de le faire, en fait, c'est logique. Ce qui se passe, c'est que si tout le monde chaque individu continue d'alimenter ça, en entrant dans ce modèle pervers, donc la question, elle est d'incarner finalement chacun ces valeurs-là. Voilà, on a développé un petit peu tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée sur Planétaire et à bientôt pour un prochain épisode.